Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le média Evox Africa, diffusé chaque dimanche à 16h GMT. Cela fait des années qu'il était muet comme une carpe, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui avait cédé le pouvoir dans ce qui était en apparence une passation de charges démocratique avec son successeur Félix Tshisekedi suite à un scrutin présidentiel, s'est longtemps tu, alors que son pays faisait face à des assauts inédits d'un mouvement rebelle, le M23, qui occupe désormais plusieurs villes de l'Est frontalier du Rwanda, muet. Et en exil pendant longtemps, Joseph Kabila a enfin donné de la voix pour incendier son successeur qu'il présente comme incapable de faire fructifier les acquis engrangés. Cette prise de parole avait lieu quelques jours après la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien président, sénateur à vie selon la Constitution. Par la suite, on a vu Joseph Kabila débarquer à Goma, le fief des rebelles du M23. À quel jeu joue-t-il? Qui est-il vraiment? Et qu'est-ce que ce choix audacieux va induire dans le rapport de force entre pouvoir de Kinshasa et opposition civile et armée, entre le Congo et ses voisins, entre le Congo également et la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, qui lorgnent les terres rares du Congo avec des yeux pleins de concussion? Pour répondre à ces questions, j'ai sollicité Albert Moukoulou-Boundou, membre de l'opposition congolaise, président du Front démocratique africain, mais également membre de la dynamique unitaire panafricaine. Bonjour Albert. Bonjour Monsieur Théo. Alors vous vouliez bénéficier d'une sorte de carte blanche avant le début, à proprement parler, de notre discussion sur l'actualité chaude de la RDC. Oui, je voulais saisir cette opportunité que vous me donnez pour parler d'un cas qui suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. C'est la situation de Maître Médard Palankoy. C'est un avocat en République démocratique du Congo. Il a été enlevé depuis le 14 mars 2025 dans son bureau, dans son cabinet, et conduit à une destination inconnue. Les gens qui l'ont pris se sont présentés au nom de M. Boukassa, Jean-Claude Boukassa, qui est à la tête d'une structure appelée le Conseil national de cyberdéfense. Donc, monsieur l'avocat Médard Palankoy n'a pas droit à la visite de sa famille, de ses avocats, ni de son médecin. On ne sait pas depuis lors, ça fait plus de 2 mois, et nous sommes tous inquiets. On a tenté d'écrire aux autorités. Jusque-là, personne n'a répondu, donc ça inquiète sa famille et ça inquiète tous les proches. Voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour parler de son cas et demander aux autorités de la République démocratique du Congo, s'ils l'ont gardé quelque part, de le libérer. Il doit avoir un juge naturel s'il a posé des actes qui vont à l'encontre de la loi. Au Congo, il y a des tribunaux, et qu'on lui mette à la disposition de son juge naturel pour qu'il soit entendu, parce que jusque-là, on ne sait pas ce qu'on lui reproche, on ne sait pas où il se trouve actuellement. Voilà, c'est ce que je tenais à dire pour ce qui est de son cas. Nous demeurons saisis donc de cette situation que nous allons suivre. Alors nous avons tous vu les images de Joseph Kabila, l'ancien président du Congo, dans le fief des rebelles du M23, qui ont occasionné une sécession de facto de son pays. Vues de l'étranger, ce sont des images assez curieuses. Un ancien président devrait-il faire cela ? Oui, bien sûr, Joseph Kabila, vous vous êtes posé la question, qui est réellement Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il est arrivé au pouvoir en janvier 2001, après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, et il a dirigé le Congo pendant presque 18 ans. Et en 2018, il y a eu des élections qui se sont mal passées, parce que en réalité, Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Le gagnant, c'était Martin Fayulu. Mais il y a eu des arrangements suite à la pression des
des chancelleries basées à Kinshasa et la pression à l'intérieur du pays. Et en fin de compte, il y a eu des arrangements pour que Tshisekedi accède au pouvoir. Et avant cela, ils ont signé un certain nombre d'accords. Et ces accords n'ont pas été respectés. Ils ont signé des accords secrets, on va dire. Des accords secrets, des accords liés à l'alternance. Donc, celui qui a pris le pouvoir... Parce qu'ils n'ont pas dit clairement, tu n'as pas gagné les élections, mais je te mets là. Un peu dans ce sens, je pense que parce que tout le monde savait ce qui s'était réellement passé. Donc Tshisekedi n'avait pas gagné, il est arrivé au pouvoir. Il n'y a pas que le côté Kabila, il y a aussi les chancelleries basées à Kinshasa qui ont mis la pression pour que Tshisekedi devienne président de la République. Souvenez-vous qu'il y avait déjà à Libreville les Marines américains prêts à intervenir au Congo. Donc voilà, dans ces conditions. Pour installer Félix Tshisekedi. Pour installer un candidat de l'opposition. Bon, alors c'est dans ce contexte-là que Kabila cède le pouvoir à Tshisekedi. Et Tshisekedi a pris un certain nombre d'engagements, ces accords, entre autres la sécurité du président, parce que souvenez-vous... Le président sortant, parce qu'en Afrique, cette question d'alternance pose vraiment problème, parce qu'en même temps, en ce moment-là, il y a eu des présidents qui ont changé des constitutions, qui se sont maintenus au pouvoir. Je prends le cas du Congo-Brazzaville, de Paul Kagame et autres, mais au Congo, ce n'était pas possible. Il y a eu la pression de l'extérieur, de l'Occident, et aussi une pression interne pour le respect de la Constitution. Finalement, Kabila a respecté la Constitution, il est parti, mais pour garantir sa sécurité, l'entrant, donc le président Tshisekedi avait pris au nom de l'État un certain nombre d'engagements, mais qui n'a pas pu honorer. Par exemple, la sécurité du président de la République, sa rémunération comme chef de l'État. Il n'a pas pu ou qu'il n'a pas voulu ? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu honorer. Par exemple, j'ai appris que Kabila n'a été payé que 2 fois. Après, on lui a coupé son salaire. On a retiré ses gardes. On lui a confié des policiers qu'il ne connaissait pas. Il a été soumis à des autorisations avant de sortir du territoire national. On empêchait tantôt son avion de survoler. Il fallait avoir des autorisations. Et là, dernièrement, il s'est rendu en Afrique du Sud pour des études, mais il a dû attendre 1 année pour avoir l'autorisation avant de sortir, pour aller en Afrique du Sud pour ses études. Et même de là... Des comportements vexatoires, on va dire. Voilà, même de là, il a eu du mal à renouveler son passeport. Donc, le gouvernement n'a pas accepté de renouveler son passeport. Il devait rentrer par le Katanga, puisqu'il est originaire de là. Eh bien, il y a eu une insécurité qui a été créée dans le Katanga. Il ne lui restait que la possibilité de rentrer à Kinshasa. Mais du fait qu'on n'a pas renouvelé son passeport, du fait qu'on a pris la décision de lever son immunité en violation de la Constitution, parce que la Constitution fixe les conditions pour lever l'immunité d'un ancien président de la République. Ça se passe dans le Congrès, donc les 2 chambres réunies, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais curieusement, ça n'a pas été respecté. Le Sénat s'est réuni. Avant cela, ils ont perquisitionné les résidences de Kabila. Et après, ils ont décidé de lever ses immunités. Et dans ces conditions, Kabila ne peut pas revenir à Kinshasa. Il se voit dans l'obligation, puisqu'il avait déjà promis de revenir par la partie orientale, il se voit dans l'obligation d'aller à Goma, parce que Goma, c'est aussi le Congo. Oui, mais ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Il fait le choix d'apparaître aux côtés des rebelles. Non. Il est obligé, parce que le gouvernement, il arrive à Kinshasa. Il pouvait reporter son retour au pays. Mais non, quand un gouvernement vous prive de salaire, il crée une situation d'insécurité, lève l'immunité, c'est pour lancer une poursuite judiciaire. Déjà, Tshisekedi l'accuse d'être derrière le rebelle, il n'a pas pu le prouver. Bon, à un moment donné, les rumeurs ont circulé qu'il était à Goma. Cela suffisait pour le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures contre Kabila. Mais finalement, il confirme son attitude, il confirme entre guillemets les accusations du pouvoir contre lui. Non, il n'a pas à confirmer. Lui, c'est un ancien président de la République. Il a le droit d'aller partout où il veut au Congo. Parce qu'on a vu les prêtres, par exemple, la Senko et l'ECC,
ceux qui ont proposé, oui, l'Église catholique et l'Église protestante, qui ont lancé l'idée et l'initiative pour la médiation, pour trouver une solution à la crise. Dernièrement, ils se sont rendus à Goma et ça n'a pas posé problème. Et Kabila, en se rendant à Goma, je pense que c'est un acte à saluer parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont inquiets. Ils ne veulent pas que le Congo soit coupé, par exemple Kinshasa, soit coupé de la partie est du Congo. Donc, en allant à Goma, c'est une façon de montrer que le Congo est toujours uni. Donc, je ne vois pas de mal. On a interdit à personne d'aller au Congo. Sauf que c'est le gouvernement qui essaie de politiser en montrant que Kabila, c'est le démon. Il est avec les agresseurs, il est avec le rebelle. La rébellion qui a été aussi, quelque part, une faute du régime actuel qui a eu des accords avec le M23 et qui n'a pas honoré. Et ces gens ont décidé de prendre les armes et le régime rwandais a sauté sur cette occasion. Donc là, on trouve une conjonction des gens opposés au régime Tshisekedi. Voilà, c'est ça qui crée cette situation. Et puis, n'oubliez pas que cette population de l'Est vit une situation catastrophique. Ils sont coupés, par exemple, du circuit financier. Il n'y a pas d'aide avec tout ce qui s'est passé comme situation de guerre. Donc Kabila, en allant à l'Est, c'est une façon aussi de marquer sa solidarité avec tout ce que ces gens vivent comme situation difficile. Alors, j'aimerais qu'on parle du profil et du parcours de Joseph Kabila. Vous deux, vous avez un point commun. Vous êtes des enfants de l'antimobotisme de cette période de la guerre froide durant laquelle l'Occident a renforcé ce président pourtant kleptocrate, marginalisé ses opposants, réduit au maquis à la clandestinité. Je veux parler donc de Mobutu, qui était le chouchou de l'Occident. Et tous ceux qui s'opposaient à eux, ils étaient dans les maquis. Parmi eux, votre père et le père de Joseph Kabila, ancien président Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de ce Kabila fils, de son enfance jusqu'au fait qu'il devienne président? Ce n'était pas du tout évident, ce destin-là. Effectivement, il faut comprendre que Kabila est issu du courant politique lumumbiste. Donc quand Lumumba accède au pouvoir par la voie électorale en mai 60, il y a un coup d'État qui se suit. Mobutu le renverse avec le soutien de la CIA, de l'Occident. Les lumumbistes sont contraints d'aller en exil après avoir tenté de trouver une solution pacifique à la crise. Et ça n'a pas réussi. Ils sont allés en exil et ils étaient obligés de recourir à la lutte armée. Et c'est pendant cette période que Pierre Moulélé va déclencher la lutte armée en créant le Conseil national de libération. Et dans ce Conseil national de libération, il y a eu un Laurent Désiré Kabila qui avait été chargé d'aller ouvrir le front à l'est de la République démocratique du Congo. Il est passé par Brazzaville. En quelle année ? C'est en 63. Donc, il ouvre le maquis là-bas et il mène des opérations. Le 3/4 du pays était entre les mains des insurgés lumumbistes. Et il y a eu une intervention de l'Occident pour empêcher aux lumumbistes de recouvrir, de reprendre le pouvoir qu'ils avaient perdu à cause du coup d'État de Mobutu. Et pendant cette période, les lumumbistes sont retournés en exil. Et Kabila Laurent avait toujours gardé son maquis à l'est de la République démocratique du Congo. Et avec, un petit maquis, pour le coup. Oui, un petit maquis dans le Fizi Baraka. Mais avec la chute du mur de Berlin, le changement d'alliance, et l'Occident s'est vu dans l'obligation de se débarrasser de Mobutu parce que... L'Occident qui a choisi ce qu'on appelait les nouveaux leaders, c'est-à-dire le président Kagame du Rwanda, le président Museveni de l'Ouganda. Quand on parle de l'Occident, on parle spécifiquement des États-Unis, puisque la France soutenait Mobutu et Habyarimana, le président du Rwanda, à la suite dont la mort va précipiter le génocide dans son pays. Exactement. Donc, il y a eu ce changement dans la région. Les anglo-saxons décident de soutenir Kagame, l'arrivée de Kagame, de Museveni au pouvoir, puisque Mobutu dérangeait, il fallait s'en débarrasser. Et dans la région, les gens ont vu comment Mobutu a dirigé. Il déstabilisait la plupart des États. Il combattait l'influence russe. Par exemple, il a pendant presque 25 ans soutenu la rébellion en Angola avec Jonas Savimbi, l'UNITA. C'est pourquoi tous ces États vont se mettre ensemble pour soutenir
la rébellion avec Laurent Désiré Kabila à sa tête. Et ils n'ont fait ils ont commencé au mois d'octobre, au mois de mai, ils ont renversé le régime de Mobutu. Octobre 1996 et en mai 1997, donc plus de 30 ans après le début de son maquis, Laurent Désiré Kabila devient le président de fait, puisqu'il par une sorte de coup d'État, par une rébellion qui finalement aboutit sur un coup d'État. Et dans ses bagages, il a son fils. Il a son fils, Joseph Kabila, né dans le maquis où il se trouvait. Et son fils, il fait ses premiers actes. Il libère la ville de Kisangani. Après, c'est Kinshasa. Et Kabila a géré plus ou moins une année avec le soutien du Rwanda, mais les contradictions ont commencé à apparaître parce que le Rwanda tenait à avoir la main mise sur les matières premières au Congo, l'Occident aussi, mais ils n'ont pas tenu compte du fait que Laurent Désiré Kabila, c'était quand même un lumumbiste. Il ne voulait pas accepter le rôle qu'on lui donnait, donc le rôle de liquidateur de la souveraineté de son pays. Tout à fait. Donc c'est là que les contradictions vont apparaître avec les Rwandais, le régime rwandais, et Kabila a décidé de les faire partir, de mettre fin à la coopération. Et ils n'ont pas digéré cette décision de Laurent Désiré Kabila et ils ont tenté de l'assassiner. Ça n'a pas réussi. Et Kabila les a tous fait partir du Congo, mais ils ne sont réellement pas partis. Le 2 août 1998, ils ont déclenché la deuxième guerre contre le régime Kabila. Toujours à partir de l'Est. Toujours à partir de l'Est. C'est-à-dire, le fief de Kabila, père, est devenu l'endroit à partir duquel il a été déstabilisé. Tout à fait. Donc, le Rwanda envoie ses troupes à Goma, à Bukavu, ils soutiennent la rébellion, ils recrutent les Mobutistes. On verra avec Jean-Pierre Bemba, qui est devenu un chef rebelle. L'Ouganda recrute les Mobutistes, Jean-Pierre Bemba, qui n'a jamais fait de la politique, mais puisque les Mobutistes ont perdu leur pouvoir à cause de Laurent Désiré Kabila, qui a renversé le régime de Mobutu, donc les Mobutistes sont recrutés par aussi bien le régime rwandais et ougandais. Une autre rébellion est déclenchée. Il y a le MLC de Bemba et il y a le RCD, Goma, qui vont faire la guerre contre le régime Kabila. Et cette guerre a duré plusieurs années, donc ils ont fait pratiquement 3 ans. Ils n'ont pas réussi à renverser Laurent Désiré Kabila, malgré les tentatives de trouver des solutions pacifiques. Ben, ils vont probablement, je pense qu'ils ont décidé finalement de l'assassiner. En tout cas, il est assassiné, il est tué par des membres de sa garde, et dans les poches d'un des membres de sa garde, on trouve la carte de visite de l'ambassadrice des États-Unis. Ça suffit à beaucoup pour considérer que les États-Unis avaient quelque chose à voir dans ce décès, puisqu'il est très peu habituel qu'une ambassadrice donne sa carte de visite à un petit garde du corps. On parlait des Kadogo, des ex-enfants soldats, vraiment des gardes-corps très jeunes. Donc Kabila est assassiné dans ce contexte et son fils est choisi par on ne sait pas qui, par les complices de son assassinat ou alors par ses fidèles pour devenir le nouveau président. Non, lorsque Kabila est assassiné, Laurent Désiré Kabila, je me trouvais à Kinshasa, je travaillais déjà à l'Assemblée constituante et Parlement de transition. Kabila Joseph ne se trouvait même pas à Kinshasa, il était à Likasi, dans la province du Katanga. C'est grâce à l'armée zimbabwéenne, donc le commandant Chingombe des troupes de la SADC qui s'est imposé pour que Joseph Kabila regagne la ville de Kinshasa. Souvenez-vous que Eddie Kapend, l'aide du camp, avait fait un discours télévisé demandant à tout le monde de ne pas sortir et il prenait la décision de fermer les frontières. C'était une façon aussi d'empêcher à Kabila de rentrer à Kinshasa. Kabila-Fils. En tout cas, Kabila-Fils arrive au pouvoir et on a parlé de tout cela parce que très rapidement, il fait l'objet d'accusations. On dit qu'il est la marionnette des Rwandais, donc finalement celui qui trahit post-mortem son père en étant l'usufruitier de l'assassinat de son père. On l'accuse d'être Rwandais lui-même, d'être le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila et en fait quelque chose qui portera pendant toute la période qu'il fera au pouvoir, parce que autant les Occidentaux détestaient son père, autant ils se mettent au service de Joseph Kabila, de Kabila fils, notamment
le président français Jacques Chirac. Donc on lui permet, dans une formule, la formule qu'on appelait 1+4, c'est-à-dire une sorte d'arrangement politique de garder le pouvoir, puis d'aller aux élections. Et suite à ces élections, il devient président. Son rival, Jean-Pierre Bemba, est jeté dans les raies de la Cour pénale internationale. Enfin, tout donne l'impression que la communauté internationale le soutient, ce qui alimente encore ces accusations en traîtrise et ces accusations d'extranéité, d'être finalement le vrai fils d'un Rwandais. Je dis ça parce que, est-ce que cette stratégie justement qui consiste à se retrouver aux côtés du M23, de la rébellion soutenue par le Rwanda, est-ce que ça ne va pas donner corps à ces rumeurs-là? Non, il faut d'abord dire que Kabila a été choisi par le gouvernement qui était en place, élargi aux membres du comité de pouvoir populaire. C'est eux qui ont pris la décision à cette époque de choisir Joseph Kabila parce qu'il était dans l'armée, un des officiers qui conduisait la guerre, qui était au front. La situation était militaire. L'assassinat de Kabila, Laurent, avait créé une panique. Tout le monde avait peur. Personne n'acceptait de prendre le pouvoir. Et puis bon, lui, c'était le fils dont il y avait... Enfin, oui. Dans la tradition africaine, il y a une forme de, disons, de légitimité. D'ailleurs, le même type de légitimité qui aide Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, bon, quelque part, son père, le pauvre, a été assassiné. Donc, finalement, donner le pouvoir au fils, c'est un geste symbolique, comme par la suite, accepter le fils de l'opposant historique de Mobutu, Félix Tshisekedi, c'était également une sorte de quelque chose d'acceptable d'un point de vue culturel. Donc, en tout cas, il est accusé d'être un Rwandais. Non, ça ne tient pas la route, parce que Laurent Désiré Kabila, les gens qui l'ont connu savent qu'il avait des enfants, il avait une famille, donc c'est sans ses enfants. Du vivant de Laurent Désiré Kabila, on l'a vu venir avec Kabila au front, et du vivant de Kabila Laurent, il a présenté à tout le monde que c'était son fils. Alors ça participe à la propagande contre Kabila. Et ceux qui ont conduit les négociations de Sun City, la formule 1+4, c'est à cause de l'UDPS. Parce que lorsqu'on a négocié en 2001, l'UDPS, le parti de Tshisekedi, il y a eu un premier accord entre Kabila et Jean-Pierre Bemba que l'UDPS de Tshisekedi avait combattu. Et c'est eux qui ont proposé la formule 1+4, donc 4 vice-présidents, avec le président qui était en fonction, Joseph Kabila. Donc ça n'a jamais été l'œuvre de Kabila. Et Kabila n'est pas rwandais, ça ne tient pas la route. Mais eux qui tiennent ce discours-là, ils ne se sont pas empêchés de nouer des alliances avec Kabila pour arriver au pouvoir. Ils ne se sont pas empêchés d'aller vers ce Rwandais qu'ils ont critiqué. Aujourd'hui, qu'ils sont en difficulté, ils reprennent ce discours-là contre Kabila. Au fait, c'est de la haine pour dire aux Congolais que celui-là, il est un agent de Kagame, alors que Tshisekedi, le père, on l'a vu pendant la rébellion, aller à Kigali, passer les troupes rebelles en revue pendant que le pays était occupé par ces troupes-là. Donc ça, c'est un discours, ça c'est la propagande moboutiste contre Joseph Kabila. Les faits démontrent le contraire. Bemba n'a jamais été un grand chef politique. Un moboutiste qui a été recruté par Museveni pour devenir un chef rebelle. C'est pas Kabila. Lui, on ne parle pas de sa trahison. Et Tshisekedi, le père, comme le fils a flirté avec le M23. Il les a fait venir à Kinshasa pendant presque 24 mois. Il leur a donné beaucoup d'argent. Ça, on n'en parle pas. Mais quand on veut diaboliser Kabila, on prétend qu'il est rwandais. Nous, on ne ramène pas le débat politique autour des origines des gens. Il n'y a pas une sorte de clivage qui ne dit pas son nom dans ce très grand pays entre l'Est et l'Ouest? Parce que justement, vous disiez que les gens de Goma sont également des Congolais, mais l'Est du Congo, qui est travaillé au corps par les Rwandais, a une culture peut-être un peu différente. Et est-ce que finalement, en venant dans l'Est, Kabila ne participe pas à accentuer cette fracture Est-Ouest? Non, il combat d'abord. Il empêche cette fracture-là, parce que c'est un ancien président de la République. Et n'oubliez pas que l'Est de la République démocratique du Congo a toujours été le fief des nationalistes, des patriotes congolais, des panafricains. Historiquement, Lubumba a gagné là-bas. Historiquement, l'Est s'est toujours opposé au régime de Mobutu. Voilà pourquoi Laurent Désiré Kabila avait ses bases de mouvements insurrectionnels contre le régime
à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, Kabila, en allant à l'est, il démontre à l'opinion que le Congo doit rester uni par rapport à ses frontières. Donc, il n'y a pas à dire parce qu'il est allé à l'est et qu'il est pro-rébellion ou pro-rwandais. Non, ça c'est archi faux, parce que les mêmes Mobutistes, les Bemba, ont commencé leur rébellion à l'est. Personne n'a jamais parlé du Rwanda. Il faut distinguer le régime rwandais et le peuple rwandais. Nous avons toujours vécu avec les Rwandais en bons termes. Mais les choses ont changé par rapport à la politique du régime rwandais, qui déclenche les guerres, qui pille les richesses minières de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a eu ce problème-là, mais ils le font. Mais c'est absolument pas innocent, c'est absolument pas neutre d'être aujourd'hui à Goma. Goma, aujourd'hui, est contrôlé par le Rwanda. Mais bien sûr, il y a une conjonction des choses qui ont fait que ces gens se retrouvent là-bas. Lorsque Tshisekedi signe des accords avec le M23, il fait un rapprochement et qu'il ne respecte pas ses engagements. Le M23 retourne au maquis. Le M23 attend quand Tshisekedi est en contradiction avec Kagame, mais ils se mettent eux ensemble contre Tshisekedi. Et Kabila, en tant que stratège, il ne peut que, sauter sur ces opportunités, surtout que Tshisekedi l'empêche de revenir au pays. Tshisekedi essaie de l'assassiner, comme ils essayent de le dire. Il a eu un accord aussi avec Nanga, qui n'a pas respecté. Corneille Nangaa, c'est l'ancien président de la commission électorale qui a en gros traficoté les élections pour le compte de Tshisekedi et de Kabila, et puis qui par la suite n'est pas content et donc a rejoint le M23 en créant l'Alliance du fleuve Congo. Voilà un peu la branche politique du M23. Tout à fait. Donc Tshisekedi a pris des engagements avec tous ceux qui le combattent actuellement. Avec Nanga, il lui a donné des mines qu'il n'a pas, qu'il a arrachées après et qu'il a confiées aux investisseurs du Qatar. Et Nanga s'est fâché, il s'est retiré, il est allé créer une rébellion. Il a signé un accord avec Vital Kamerhe pour que Kamerhe devienne le candidat à l'élection présidentielle en 2000. En fait, c'est même la brouille entre les vilains. C'est-à-dire que dans tout cela, l'intérêt du peuple congolais, la démocratie a été violée par des élections truquées, et puis des arrangements clientélistes et mafieux. Bref, en tout cas, il n'y a pas... Enfin, on cherche désespérément gentils, entre guillemets, dans toute cette affaire, si tant est qu'il y a des gentils en politique. Qu'est-ce que tout cela va changer dans le rapport de force militaire ou plutôt politico-militaire en RDC? La présence de l'ancien président dans le fief des rebelles. Actuellement, c'est presque toute l'opposition qui essaye de se mettre ensemble. Et Kabila a un rôle à jouer important, vu son leadership, vu l'expérience qu'il a. N'oubliez pas que Kabila accède au pouvoir à 29 ans, en 2001, et le pays était dans une situation presque chaotique. Il a réussi à réunifier le pays. Il a ces acquis-là. Voilà pourquoi les gens trouvent en lui l'homme qui peut faire avancer les choses dans la situation actuelle. Pardon ? Peut-être pas à Kinshasa, peut-être pas le peuple de Kinshasa. Non, y compris Kinshasa. Il n'y a que l'UDPS qui, aujourd'hui, empêche l'initiative des religieux. Au pouvoir. Oui, le parti au pouvoir qui empêche Tshisekedi, qui empêche l'initiative de médiation des religieux. C'est lui qui diabolise les autres dans l'opinion. Il se trouve aujourd'hui isolé. Donc l'opposition... Donc l'opposition... pourrait peut-être se reformer autour d'un Joseph Kabila qui se trouve à Goma? De plus en plus, l'opinion, les organisations de l'opposition, certaines confessions, j'ai vu qu'il a reçu les confessions religieuses sur place à l'Est, ils lui ont demandé de faire preuve, de reprendre ce qu'il avait fait déjà en 2001, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, bien qu'il ne soit plus en pouvoir, mais il connaît bien le pays, il connaît les acteurs à l'interne comme dans la sous-région, et qu'il s'implique pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Donc il aura certainement encore un rôle à jouer. Est-ce que le M23 va continuer d'essayer de progresser dans le pays après avoir finalement dans son escarcelle l'ancien président? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller jusqu'à Kinshasa avec une forme de légitimité politique augmentée?
Ben, ça dépendra du comportement du régime de Kinshasa. Si Kinshasa accepte de s'ouvrir, accepte les négociations pour que la paix revienne, je ne vois pas pourquoi le M23 va continuer. Mais s'ils optent pour la guerre, je parie que la guerre va continuer et ils finiront par prendre Kisangani et progresser jusqu'à Kinshasa parce que c'est le point faible du régime de Tshisekedi. Mais ce serait une victoire du Rwanda? Pas nécessairement, non, pas le Rwanda. Non, le Congo, les Congolais vont résoudre les contradictions, les problèmes à l'interne. N'oubliez pas qu'il y a une crise de légitimité. En 2023, par exemple, le PPRD de Kabila n'a pas participé aux élections. Tshisekedi a truqué les élections et ça crée un problème de légitimité à l'intérieur du pays. Et la gestion de Kabila et de Tshisekedi est chaotique. La gouvernance est chaotique. Et c'est là que les gens ont commencé à se rappeler de Kabila en faisant la comparaison. Et les gens aujourd'hui disent vaut mieux Kabila que Tshisekedi a combattu que la gouvernance de Tshisekedi. Donc aujourd'hui, Tshisekedi et son régime est isolé, ils sont isolés et les Congolais veulent absolument qu'il y ait la paix, le retour de la paix, mais ça ne veut pas dire que ça sera la victoire du Rwanda. Mais la contradiction première, c'est pas justement les ingérences du Rwanda par rapport aux contradictions internes des différentes factions politiques congolaises. Est-ce que l'adversaire du peuple congolais, c'est pas Paul Kagame plutôt que Félix Tshisekedi? Non, l'adversaire, c'est Paul Kagame, bien sûr, c'est lui qui agresse régulièrement le Congo, mais à l'interne, on a cette situation aussi créée par Tshisekedi. Donc il faut résoudre la crise interne et aussi résoudre la crise qui nous oppose avec Paul Kagame, donc son régime, y compris celui de Museveni, ces deux régimes qui ont tendance à s'ingérer dans les problèmes internes du Congo, agresser et piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et occuper certains villages. En tout cas, dans les intérêts objectifs, on peut quand même dire que tous ceux qui s'opposent à Kabila ont des intérêts convergents et donc aujourd'hui, le Rwanda et les oppositions ont pour l'instant des intérêts convergents. Pour l'instant, c'est de faire tomber Tshisekedi. Bien sûr, parce qu'en politique, on n'a que des intérêts. Et donc, on pourrait avoir peur d'un remake du début de ce millénaire avec finalement Laurent Désiré Kabila qui, en bon nationaliste, arrive au pouvoir et qui fait fi de la contradiction d'y arriver avec le soutien d'une puissance étrangère et puis qui s'embrouille très rapidement avec cette puissance étrangère. Est-ce que demain, un nouveau pouvoir qui serait arrivé par l'Est et donc par la filière rwandaise d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce pouvoir ne serait pas redevable et est-ce qu'il ne serait pas justement combattu s'il revenait à défendre prioritairement les intérêts du Congo? Non, le facteur déterminant, c'est pas le Rwanda. Historiquement parlant, le Rwanda a soutenu plusieurs mouvements de rébellion, mais ils n'ont jamais pu gagner, arriver à Kinshasa. Donc s'il n'y a pas le consentement de notre peuple, même si vous avez le soutien du Rwanda, ça ne marchera pas. Si aujourd'hui ces gens se retrouvent dans cette situation et qu'ils gagnent des territoires, c'est entre autres la gouvernance de Tshisekedi. Il n'a pas été capable de doter le pays, par exemple, d'une armée. Il n'a pas été capable de respecter ses engagements vis-à-vis des gens qui l'ont emmené au pouvoir. Il n'a pas géré le pays convenablement. Voilà pourquoi le peuple veut absolument qu'il s'en aille. Une partie du peuple, là, on va dire. Alors, la majorité du peuple veut qu'il s'en aille. Ça, c'est sûr. Les États-Unis, mis au centre du jeu par Tshisekedi, n'ont manifestement pas l'intention de lâcher le lest. Ben oui, c'est Tshisekedi qui décide de brader les richesses minières du pays pour qu'il demeure. Ils n'ont pas l'intention de lâcher le Rwanda. Oui, ils ne lâcheront pas le Rwanda parce que depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont changé leur politique vis-à-vis du Rwanda, de l'Ouganda, ils le soutiennent. Maintenant, Tshisekedi, c'est lui qui s'est retrouvé dans des problèmes. Il a proposé les minerais stratégiques, les terres rares de la République démocratique du Congo en contrepartie à Donald Trump pour avoir de la sécurité, pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que le deal marche ? Ça ne peut pas marcher parce qu'à l'interne, la situation ne permet pas aux Américains de venir investir dans un pays en guerre. Donc il faut commencer prioritairement à résoudre les contradictions internes pour permettre aux investisseurs de venir au Congo. Donc,
associer le Rwanda, ce qui n'est pas une mauvaise chose que le Rwanda s'associe aux Congolais. Mais le Rwanda a fait plusieurs morts en République démocratique du Congo. Un génocide. Et toutes ces choses-là doivent être... Qui va associer le Rwanda? Les États-Unis? Le Rwanda a toujours eu le soutien des États-Unis d'Amérique, ça c'est clair. L'intérêt des États-Unis, c'est de réconcilier Rwanda et Congo et d'exploiter les richesses du Congo avec le consentement des deux États. Oui, ce que les Congolais ne veulent pas, que le régime rwandais puisse exploiter les richesses minières du Congo, avec tout ce qu'ils ont déjà fait contre nous. Nous sommes un État indépendant. On voit comment Trump négocie avec l'Ukraine ici. Parce qu'il y a aussi une guerre là-bas d'agression. Mais personne n'est associé dans ces négociations qui se font avec l'Ukraine. Mais pourquoi, pour le cas de la République démocratique du Congo, on doit associer le Rwanda? Parce que les Congolais eux-mêmes associent le Rwanda. Ah non, les Congolais n'ont jamais, sauf Tshisekedi, qui a donné les richesses minières. Ce qui se passe aujourd'hui à Goma, le Rwanda est dans l'équation. Tshisekedi a donné certaines sociétés minières, l'or du Congo, au Rwanda. Sakima, l'or était extrait pour être raffiné au Rwanda. Rwandair avait le monopole dans les aéroports, dépôts de la République démocratique du Congo. Ça, Kabila ne l'a jamais fait. Donc, si on part sur cette base-là, celui qui est plus rwandais, c'est Tshisekedi par rapport à Kabila. Le Rwanda... Mais quand on est panafricain, imaginons qu'un jour... les deux pays se réconcilient comme la France et l'Allemagne sont réconciliés. Est-ce que ce serait si choquant que les matières premières issues d'un territoire proche du Rwanda soient raffinées au Rwanda dans le cadre d'accords gagnant-gagnant entre les deux pays? Justement, nous sommes sur cet angle-là. Le Rwanda est un pays voisin. Ceux qui sont au Rwanda sont des Africains comme nous. Il y a intérêt que nous puissions mettre fin à la guerre d'abord et définir dans quelles conditions nous pouvons coopérer avec tous les États d'Afrique. Mais ce n'est pas ça qui s'applique malheureusement. C'est pourquoi nous voulons que ça change. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Nous sommes opposés à la politique du régime rwandais qui a décidé depuis un certain temps d'agresser, d'infiltrer l'armée congolaise. C'est ce qui fait qu'on a perdu notre instrument de défense parce qu'on est infiltré par l'armée rwandaise. Mais il faut régler tous ces problèmes pour que la paix revienne dans la sous-région. Et là, l'Église catholique, la SENCO et l'ECC ont pris une initiative dénommée le Pacte pour la paix et le vivre ensemble. Donc c'est une initiative qui implique les Congolais et les États voisins que nous soutenons. Mais malheureusement, Tshisekedi n'en veut pas. Merci Albert Moukoulou-Boundou. Merci, monsieur le journaliste. Et merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes de Décrypter l'Afrique.